Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas exactement trop comment il entendait faire sa petite discussion à la fin, ou son débat. Comme il vient me dire, du coup, en fait, ce qu'il m'a demandé, c'est de préparer quelque chose un petit peu sur son spectacle, plus ou moins, en essayant d'apporter deux, trois informations complémentaires. Alors, il est possible que moi, j'ai décidé de présenter ça d'une certaine manière, qui n'est peut-être pas la manière aussi dont vous avez compris ce spectacle, mais bon, je vais essayer aussi de faire ça de manière le plus simple possible, en essayant de faire en sorte que ce soit pas trop lourd. Parce que ma copine qui est là me dit en général que c'est souvent beaucoup trop lourd et que je la perds très rapidement, donc je vais éviter de le faire. Donc en fait, moi j'ai préféré appuyer un petit peu cette petite introduction avant de vous faire parler, enfin en tout cas avant d'essayer de vous faire parler, sur finalement ce que à mon avis le spectacle montre aussi, c'est la fin du monde ouvrier, ou en tout cas la transformation du monde ouvrier. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début des années 60, quand Alain, mon père, est né, il y avait 40% d'ouvriers. En gros, il y avait quasiment un emploi sur deux, c'était des ouvriers. Bon, contrairement à certaines légendes, le reste, c'était pas des patrons. Mais voilà, il y avait... J'essaie de mettre de l'humour dedans un petit peu pour suivre le film, parce que sinon ça peut être extrêmement rigolo. Alors que maintenant, en fait, des ouvriers, il n'y en a plus que 20%. En fait, vous avez un ou deux personnes sur 10 qui est ouvrier maintenant. Et on a plus massivement, par contre, des employés de service. Donc on est vraiment passé de ce qu'on appelle le secondaire, la production de biens, à finalement la production des services. Et les biens sont produits ailleurs. Donc voilà, on a une diminution du nombre d'ouvriers qui se fait avec la mondialisation, avec l'automatisation aussi, qui fait qu'on a de moins en moins besoin de personnes pour produire ce qu'on a à produire et ce qu'on consomme. Et en même temps, parallèlement à ça, finalement, il y a une augmentation des niveaux de diplôme aussi dans la société française, essentiellement. Et du coup, voilà, on se retrouve avec des personnes qui sont... alors moi, je ne peux pas parler de moi directement, donc c'est pour ça que je parle de mon père, mais voilà, des gens qui ont des parents qui n'ont absolument pas fait d'études, et eux ont pu acquérir un certain savoir, un certain niveau aussi, et une élévation du niveau de vie, relative pour certains, et puis plus importante pour d'autres. Je ne dirais pas de où est-ce qu'il se classe. En même temps, j'essaie de mettre des petites piques aussi pour l'embêter. Et donc, ce monde ouvrier, finalement, il renvoie... C'est pas que le monde de l'usine, c'est pas que autour du travail, c'est aussi un univers et ce qu'on pourrait appeler aussi une culture qui serait peut-être la culture du pauvre. J'utilise ce terme, en fait, parce que c'est le nom d'un bouquin d'un ethnologue anglais qui s'appelle Richard Hogarth, qui a travaillé justement sur la culture du pauvre et sur tout ce monde finalement qui était le monde des classes populaires anglaises essentiellement, donc avec un jargon, avec des termes très particuliers comme quand il utilise le patois ardennais ou alors le patois lorrain, c'est la même chose aussi, c'est très attaché finalement à la culture populaire aussi. En tout cas, voilà, il y a un certain nombre de choses et c'est pas uniquement les usines qui font la classe ouvrière, c'est aussi le reste. Et finalement, les héritiers de cette culture-là, de cette culture du pauvre, ils ont une mémoire, ce qu'on pourrait appeler une mémoire collective des classes. Et j'ai trouvé une citation d'un auteur qui s'appelle Maurice Alvax, qui explique plutôt bien en fait finalement ce que j'entends par mémoire collective et à la fois par culture du pauvre. Il dit « On ne naît pas paysan, gros propriétaire, fermier, manœuvrier de la campagne, en ce sens qu'on porterait dès la naissance, dans son organisme, annoncé et préformé, tous les traits qui caractérisent les hommes qui exercent ces métiers. On ne naît pas non plus bourgeois, entrepreneur, avocat, magistrat, ni ouvrier de la grande industrie, mais en revanche, ces catégories sociales existent. Elles sont le plus souvent tranchées. Chacune d'elles, en tout cas, détermine la conduite des membres qu'elle comprend, Elle leur impose des motifs d'action bien définis, elle leur imprime sa marque, une marque propre et bien distincte pour chaque groupe, avec une telle force que les hommes faisant partie des classes sociales séparées
bien qu'ils vivent dans un même milieu à la même époque, nous donnent quelquefois l'impression qu'ils appartiennent à des espèces différentes. Voilà, donc vraiment c'est des cultures finalement qui s'opposent, et ce qui nous est raconté à mon avis dans ce spectacle, c'est aussi la culture ouvrière par rapport à la culture que la mienne, celle aussi qui nous a, comme il nous a élevés aussi à la fois dans cette culture, mais à la fois dans la culture à laquelle il appartenait après. Donc à mon avis c'est un petit peu comme ça que résonne le spectacle, et puis c'est la manière en tout cas dont je le vois. Et en fait, donc la citation que je vous ai lue, c'est un auteur qui perçoit la mémoire comme une construction, comme quelque chose qui va éclairer les pratiques quotidiennes. Et on peut se demander du coup, et à mon avis c'est une question sur laquelle on pourrait discuter, même si vous avez peut-être d'autres idées en tête, mais on peut se demander de quelle manière la culture et la mémoire ouvrière, justement, des années 50 et 60, résonnent aujourd'hui, et comment elle oriente la vie d'individus qui n'appartiennent plus véritablement à cette classe, mais qui finalement perpétuent le mythe et qui sont les derniers dépositaires de cette mémoire ouvrière. Je vais essayer d'aller encore plus vite parce que j'avais dit que ça allait vite, donc... ouais, s'ils ont quelque chose à dire là-dessus. Soit là-dessus, soit je finis, après on parle, c'est comme vous préférez, c'est ce que vous avez... Mais c'est vrai qu'il est du mythe, moi je suis complètement d'accord en fait. Voilà. J'ai 40 ans, donc j'ai pas été ouvrier, mon père était complet, mais il travaillait en usine. Donc cette culture ouvrière, elle existe. Enfin, elle existe. Moi je m'en fais une idée, en tout cas, je l'aperçois comme une idée un peu utopique, en fait. Le côté très solidaire, très... Je pense que c'est une utopie, hein. Enfin, je crois que c'est une utopie, mais... Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça non plus, parce que je l'ai vécu, moi, puisque je suis issue d'une famille d'ouvriers. Et même mes grands-parents étaient plutôt donc agriculteurs, comme les grands-parents d'Alain. Et je ne pense pas que ce soit une utopie, parce que ce que nous avons vu ici ce soir, et je pense qu'Alain l'a très bien décrit et fait ressentir à travers justement les pages de sa propre histoire. Je pense que moi personnellement, je l'ai vécu tout à fait en symbiose avec ce qu'il a raconté. Pour moi, ce n'est pas une utopie. Si quelqu'un veut dire quelque chose, l'homme à la moustache. Moi, je voulais simplement dire que bien souvent, ici dans la région, c'était comme ça, et dans les Vosges, le pays de ma grand-mère, c'était également comme ça, du côté des usines textiles. Bien souvent, les enfants devenaient ouvriers, comme leur père était ouvrier, dans la même usine que le père ou de la mère. Et il y a un moment où justement ça a changé... La société a fait que, effectivement, elle a évolué, elle est devenue, a plus glissé sur le secteur maintenant tertiaire, effectivement, des services. Mais je maintiens ce que j'ai dit, je pense que ce que nous avons vécu, et la plupart ici à Lénange, des familles qui sont issues de la sidérurgie et donc du monde ouvrier, je pense qu'ils l'ont pleinement vécu ainsi. Mais ce que tu t'appelles comment c'est ton nom? Jean-Claude. Jean-Claude. Ce que dit Jean-Claude, c'est totalement vrai. Moi, j'avais ma tata et mon tonton qui habitaient à Hayange. Ils habitaient au-dessus, ça s'appelle pas aux forêts, comment ça s'appelle? Saint-Nicolas-en-Forêt. Ils habitaient là, puis ils travaillaient l'usine. Ouais. Ils travaillaient là. Et effectivement, après, les gamins, mais ils travaillaient là. Je veux dire, quand ton père travaillait ou ton grand-père travaillait à Florence, tu travaillais à la même usine. C'était d'une évidence. Bien sûr, c'était comme Parce qu'on se posait même pas la question. Moi, mon père, il me racontait qu'à l'époque, il y avait tellement de travail, il y avait tellement de boulot, que ton patron te faisait chier le vendredi, ou le samedi, le lundi, tu retrouvais un boulot ailleurs. Mais c'était dans le même village, dans la même usine. Il ne faut pas oublier quand même que la vallée de la Fench soit ici, un peu moins dans les Ardennes, parce que les usines étaient beaucoup plus petites. Mais carrément, tu avais les magasins de l'usine, tu avais tout, ça veut dire que tu étais carrément prisonnier. C'était quand même le système, enfin pareil, encore une fois, si tu reviens à Zola, tu regardes le début de... Enfin, je sais pas, tu peux peut-être contredire, j'en sais rien. Mais au début, pour enfermer finalement l'ouvrier, qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais crédit, tu sais, mon histoire de quinzaine, tu lui fais crédit, il est obligé d'acheter dans ton magasin, donc tu te fais du pognon sur ce qu'il t'achète et sur ce qu'il produit. Et à la fin, il ne peut plus partir. Oui. À la fin, c'est le sens. Mais il faut dire aussi une chose,
c'est que, bon, la plupart, peut-être ici, ont connu que Solac, la région. Moi, j'ai connu Devadel avant. Hein. Ben, c'est ça. Devadel, le paternalisme. Exactement. C'était un paternalisme, je dirais, assez pourri, je m'excuse du terme. Tout à fait. C'est ça. Le gars qui était viré de chez Devadel, parce qu'il était mal vu ou ça, il ne trouvait plus de boulot. Il fallait qu'il quitte carrément la région. Et puis tout appartenait aussi aux familles des... Il y a un monsieur là-bas. Oui, le monsieur à Oui, lunettes. moi de remarque, je trouve assez marrant que qu'en une génération, ce qui était une histoire d'homme soit devenu un objet d'étude. Et quand on parle de glissement lent, la sidérurgie, ça a été une rupture brutale. Ça a été les années 70, les années 80, ça a été 30 000 licenciements. Et tu parles de Saint-Nicolas-en-Forêt, mais à cette époque-là, au lycée technique des Grands-Bois et Anges, on formait des sidérurgistes en sachant pertinemment qu'on licenciait 30 000 personnes. Il y a deux générations, à mon avis. Il y a ceux qui ont réussi. Alors, je ne sais pas vraiment par quel, enfin, finalement par quel miracle, parce que je ne suis pas non plus spécialiste là-dedans. Mais voilà comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont réussi en étant fils d'ouvriers, en travaillant énormément aussi, à prendre cet ascenseur social finalement, et d'autres qui sont restés dans cette même catégorie, dans cette même classe populaire, et en sachant qu'elle était en train de se casser la gueule et de dégringoler complètement. Et à mon avis, c'est aussi pour ça qu'on a des régions comme les Ardennes ou alors comme ici, où ça se vide des populations qui peuvent partir, et il y a un certain nombre de personnes qui restent un petit peu enfermées, quoi. Mais il ne faut pas oublier que les grandes terres de mono-industrie, c'était aussi des terres d'émigration. C'est-à-dire que la Lorraine, elle a été largement traversée et imprégnée de cultures différentes, de gens qui sont venus s'inventer des métiers, se trouver des métiers qui n'existent plus et qui n'existeront plus. Et que ces gens qui sont arrivés de fort loin pour certains, Italie, Portugal, jusqu'à l'Afrique du Nord pour les derniers, une fois qu'ils étaient implantés avec des compétences qui n'étaient réexploitables nulle part. Comment tu l'appelais, ta grand-mère? Mireille? Non, Elle est qu'elle faisait. piteuse. Reconvertis-toi après comme piteur ailleurs. Il n'y avait pas les métiers de la sidérurgie, c'était des métiers très spécifiques. C'est un savoir-faire qui est maintenant complètement perdu. Si je me trompe, il y a quelques musées qui préservent encore l'histoire. Qu'est-ce qu'on a encore comme unité de fabrication ici? Il y a la sidérurgie du sud lorrain, Pompée, les aciéries. Et puis ici, ça se meurt tout doucement. On ferme les derniers au fourneau. Voilà, on perd les derniers. Puis les gens sont restés. Il n'y avait pas de mobilité. Pour nous, il n'y avait pas de mobilité. Pour se sauver, il fallait quitter. Quitter pourquoi? Avec des formations, en plus, ici, mis à part des lycées professionnels, des lycées technologiques, et l'orientation, elle se faisait aussi de façon très déterminée. N'allez pas dans l'enseignement général qu'ils voulaient. On approvisionnait 1200 élèves au Grand Bois et Anges, 1200 garçons, des tourneurs, des fraiseurs, des rectifieurs. Voilà. Donc ça n'a pas été des histoires faciles, ni pour nos arrière-grands-parents, ni pour nos arrière-arrière-grands-parents, ni pour nos parents, ni pour nous. Hein. Voilà. En même temps, pour les personnes qui, comme nous, sont nées, les enfants d'ouvriers qui, comme nous, sont nés dans les années 60, c'est mon cas, mais ça a été le cas aussi de beaucoup d'autres. Des meilleurs. On a été la première génération d'enfants d'ouvriers à pouvoir aller au-delà du certificat d'études. Moi, je me rappelle qu'on nous a construit un collège tout neuf, et puis qu'ensuite on nous a construit un lycée tout neuf, et puis qu'on a pu, pour certains, aller jusqu'à l'université, alors qu'avant c'était une voie complètement bloquée, impensable. Donc il y a eu aussi c'est ça. Une minorité, mais... Je crois aussi que l'ascenseur social a marché pour notre génération. Ça veut dire, attention, on arrive sur le marché du travail, on n'a peut-être plus le travail qu'on aurait dû avoir. Années 80, et puis on n'a plus l'aide dont ont bénéficié les générations précédentes. Ce qu'on a appelé quand même les 30 glorieuses.
C'est-à-dire que, par exemple, des gens qui se sont retrouvés on peut en rire maintenant, mais les gens qui se sont retrouvés en pré-retraite à 52, 55 ans, ou des conneries comme ça, maintenant on nous demande de travailler jusqu'à 73 ans pour avoir une retraite pleine. Tu te dis, attends, donc on est. Et en même temps, tu as des jeunes donc, qui sont diplômés, qui n'ont pas de travail. Donc on te demande, toi, à 75 ans quasiment, de continuer à bosser. Tu as le dos pété, tu as tout ce que tu veux, tu sais très bien que ça ne va pas marcher. Mais comme ça, tu n'auras pas le taux plein. Tu vas certainement clamser avant, donc ça, tu es tranquille. Et puis, tu as des gamins qui, eux, sont diplômés, effectivement, qui ont des diplômes qui ne correspondent peut-être plus à des travaux qui existent, des postes qui existent, mais pas, et qui, eux, se retrouvent au chômage. C'est assez rigolo, quand même. Il y a eu un glissement des populations, où tu as quand même les vieux, il faut qu'ils travaillent longtemps, quoi. Ça n'existe plus, quoi, ça. Mais par contre, effectivement, je suis d'accord avec toi, on a gagné quand même ça. C'est-à-dire que l'ascenseur, pour toi aussi d'ailleurs, il a marché. Ben écoute, t'es pas ouvrier. Le hasard a marché. Hein? Pas l'ascenseur qui a marché, c'est le hasard qui a marché. Oui et non, mais le hasard, il y avait une possibilité. Globalement, il y avait quand même un déterminisme social que personne ne Oui, oui, oui. Non. Oui, mais je crois qu'il est encore Il y a pire. le Luxembourg qui a permis éventuellement de Ici. capter une partie. Nous, ici, c'était quand même resté c'était une région enclavée. Il y a eu effectivement de l'ascenseur social, et encore, il faudrait là voir l'objet d'étude, voir réellement ce qu'il a été. Parce que moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens de notre génération qui ont commencé à travailler à l'usine pour quelques années. On ne parle pas des reconversions, enfin des mises en pré-retraite, etc. Tout ce qui a été... La sidérurgie a été nationalisée dans les années 80. C'est-à-dire on a racheté aussi une paix sociale par des conditions de départ à la retraite. Donc, il y a des gens qui, à 40, 45 ans, étaient en retraite, désœuvrés. Je veux dire, on a complètement déshumanisé une région. Et on le voit aujourd'hui. Je veux dire, la Lorraine, terre d'accueil, terre d'immigration, terre de brassage, terre de militantisme, terre de combat. Aujourd'hui. Je disais, entre la sidérurgie pour la région ici et les mines de charbon du côté de Saint-Gamine, c'est les HBL ont fermé aussi. Mais ça a donné quand même une conscience politique aux gens, les enfants d'ouvriers. Oui. Même s'ils ne sont plus dans le circuit-là. Et c'est vrai qu'on le voit maintenant comme un musée, on fait des musées à gauche à droite. Il y a une conscience politique. Il y a eu. Il y a encore dans les aspects, je pense qu'elle est. Pour certaines générations, elle est là, elle est là. Non, mais Tu regardes. Attendez, chacun son tour, parce que... Il n'y a pas militant, mais il y a une conscience d'esprit. Mais je vois par rapport au nombre de gens qui étaient syndiqués dans les années 70-80 par rapport au nombre de syndiqués au jour d'aujourd'hui, et quand tu vois le pouvoir des syndicats dans les années 70-80 par rapport au pouvoir qu'ils ont à l'heure actuelle, c'est pouvoir zéro, littéralement. Oui, au niveau des syndicats, oui, parce que les gens ne veulent plus être groupés. Oui, c'est la seule façon. C'est la seule façon de faire avancer quand même les problèmes. moi, un exemple tout concret, moi j'ai 50 balais, quoi. J'ai commencé à l'époque, j'ai fait des stages, j'ai travaillé dans la CID, et j'ai vu très vite que ça se cassait la gueule, donc je suis parti, quoi. Je suis parti, on m'a dit l'avenir c'est l'industrie automobile, quoi. Et j'y travaille encore aujourd'hui, quoi. Mais T'es chez PSA? ouais, chez PSA, malheureusement, quoi, je vais dire. Parce que quand on voit ce que devient l'industrie automobile dans notre région, moi j'ai connu la CID, la fin de vie de la CID, et je vois aujourd'hui quasiment La fin? la fin de vie, quoi. Parce que moi j'ai des copains, j'ai des potes aujourd'hui, ils ont 54 ans, on leur demande de partir, quoi. Alors on leur demande de partir, on leur dit tiens, tu fais une reconversion, on te donne des thunes, etc. Et tu t'en vas. Et ils savent pertinemment, ils vont faire 2 ans par exemple de stage, etc. Ils ont 56 ans, à 56 ans, qu'est-ce qu'ils font les mecs? Ah ben ça c'est au chômage. Et voilà, c'est un peu le même système que la CID à l'époque à 50 ans. Sauf que le patron, ça lui coûtait un peu moins cher, quoi. Et la CID aujourd'hui, par exemple Trémery, moi je travaille à Trémery, il y a de ça encore, il y a de ça 5-6 ans en arrière, on était 4004. Aujourd'hui on est 3003. Et aujourd'hui, pour une personne, un ancien qui part, un mec qui a 50 balais, quoi, hein,
Une personne qui part, aujourd'hui, ils annoncent qu'ils embauchent un jeune. C'est pas vrai. Ils prennent un jeune qui est en formation, ils l'exploitent bien, hein. Ils le font bosser, etc. Au même titre que moi, hein. Pareil. Hein. Alors, ils lui montrent comment bosser, quoi. Ils le prennent pendant 2 ans, sa formation, et au bout de 2 ans, merci, au revoir. Et le jeune, il n'a pas de boulot, quoi. Donc, ça, c'est la réalité, c'est un peu l'image de la CIDE et tout ce que tu as dit tout à l'heure, là. C'est exactement le même cursus. Parce que moi, à terme, disons, d'ici, si tout va bien, d'ici 10 ans, ça peut tenir encore 10 ans, comme on dit. Et après, il n'y aura plus rien, quoi. Il n'y aura vraiment plus rien. Et l'exemple de la CIDE, de l'automobile ici, ça peut être, sur toute la France, c'est exactement la même chose, quoi. Parce que d'autres exemples concrets, par exemple, les pièces, on nous annonce, par exemple, que des pièces qui sont fabriquées, aujourd'hui, hein, des pièces qui sont fabriquées en Europe, ils n'en veulent plus non plus. Parce que ces pièces-là coûtent à l'entreprise trop cher, quoi. Donc, ils nous l'ont annoncé, ils nous ont dit, ces pièces-là, peu importe l'écrou, le morceau de plastique, le caoutchouc, ils veulent le faire fabriquer en dehors de l'Europe, quoi. Ce qui veut dire, quoi, que moi, mon jeune, un autre jeune, qu'est-ce qu'on va faire? Du service? Le transfert du service, mais à un moment, si tu me rends un service, je te rendrai un service, mais à un moment, ça marchera plus. Je ne sais pas où est-ce qu'on va aller, quoi. Hein. Juste pour dire que, ouais. Même en dehors de ce domaine, de ce secteur-là industriel, dans le domaine du service ou alors dans le domaine de la santé, que moi je connais mieux, je suis sage-femme, on est dans les mêmes contextes actuels quand même, hein, où on forme autant de sages-femmes, et puis en fait on ne renouvelle pas les postes des anciennes, donc en hospitalier il n'y a plus de travail, et puis on va avoir des politiques de rentabilité dans les hôpitaux, comme dans l'industrie, mais qui ne vont pas avec un service hospitalier. Donc finalement on ferme toutes les petites maternités, on centralise sur des gros pôles médicaux qui embauchent du coup beaucoup moins de personnel, des personnels surchargés de boulot. On est dans les mêmes... mais... On demande aux éducateurs de faire beaucoup plus de travail avec beaucoup moins de moyens. Donc je crois que ça ne touche pas que le secteur industriel. En fait. Non, mais ce qui est dur pour un pays, à mon point de vue, hein, ce qui est dur pour un pays, c'est que du moment que dans ce pays on ne fabrique plus rien, si on ne fabrique plus rien, on peut avoir tous les services du monde, etc. On aura des retraités, des chômeurs, et la troisième catégorie, ça sera quoi? Agriculteurs. Les agriculteurs. Avec les plaines. C'est ça qui est grave. C'est que le moindre morceau de plastique ou de ferraille qu'on a besoin dans un stylo bic, on ne le fabrique même plus. Si on va le fabriquer, mais on va le fabriquer en dehors de l'Europe, à l'autre bout du monde, soi-disant pour les aider. Alors on prend la couverture, on dit on va les aider là-haut. Ils ont besoin de boulot. On va surtout les exploiter. Et voilà. Notamment, moi je vais vous dire quelque chose sur la sidérurgie. La sidérurgie, elle a commencé à décliner. Moi je veux dire que je suis rentré, c'était donc en 70. La sidérurgie, je travaillais au four Martin à la Syrie, ici à Serremange. On ne faisait pas une coulée en 8 heures. Un poste de 8 heures ne faisait pas une coulée. Je dis bien sûr. 5-6 ans après, ils ont monté un caldo. Ils faisaient 30 coulées par poste. C'est la différence. Bah oui. Entre donc les ouvriers, 30. on les a vite virés. Hein. On en a mis à droite, à gauche, on en a retrouvé. Et c'est là, mais il ne faut pas oublier que la sidérurgie, nous, que vous voyez Devindel en face, parce qu'il parlait de Devindel. Devindel avait encore des ponts, il y a encore un pont en bois qui existe à Devindel. On peut le visiter. Il faut aller voir, l'usine à Serremange, il y a un pont en bois. Et quand nous, on avait du matériel, on avait tout ce qu'il fallait, mais on travaillait encore avec nos mains. La sidérurgie, elle a évolué dans les années 78, elle a commencé à évoluer. Avant, c'était encore avec les mains qu'on travaillait. Habillé en amiante, avec de l'amiante du pied jusqu'à la tête. Quand on parle des conditions de travail, il fallait venir voir les fondeurs. Il fallait venir voir comment on travaillait. Je vous garantis, on travaillait peut-être
2 heures par jour. Mais les 2 heures qu'on avait fait, ça valait bien 8 heures de travail des autres. Parce que c'était la chaleur, c'était vraiment, on n'était pas des esclaves, mais on était... Pas loin, oui. On n'était pas loin. Ouais, mon arrière-grand-père a fait ça, justement. Ah non, mais moi je le dis, j'ai 68 ans, je l'ai fait. Fondeur, je ne c'est pas si je l'ai pas fait. Je l'ai fait. Donc j'ai connu tout ça. Moi j'étais syndicaliste encore. Je pouvais parler, je ne veux pas trop en parler parce que je vous ai bien écouté parler. Ça m'a rappelé énormément de choses. Moi je viens d'une famille de 14 enfants. Mon père était ce que vous avez dit. Ben, ma grand-mère, c'est Jeanne. Jeanne dont je parle, elle était l'aînée de 14 enfants aussi. Oui, voilà. Alors, c'est pour ça qu'on pourrait beaucoup. Et quand il y a eu du travail, il n'y avait pas de délinquance. À présent, il y a plus de travail, il y a de la délinquance. Voilà, exactement. Tout vient de là. Bon, j'arrête parce que je pourrais parler. Je pourrais écrire un livre. Est-ce que quelqu'un a un témoignage à donner, quelque chose à dire? Madame Basse, vous avez quelque chose à dire? Rien à rajouter, je crois que... Parce que, donc Madame Basse, enfin, il y a d'autres élus, je pense ici, mais c'est vous quand même qui êtes vous aussi Madame. Donc peut-être, je vous laisse le mot de la fin peut-être? Alors le mot de la fin, eh bien écoutez, le spectacle que Alain Aimé nous a interprété ce soir, dont il est auteur-interprète, avait été programmé déjà de longue date. Et la volonté de le voir se faire à Élange était quand même par rapport à l'origine de la cité sidérurgique, puisque nous avons fait pas si longtemps que ça notre 60e année d'existence. Et c'était à travers ce spectacle-là que nous souhaitions un petit peu mener une réflexion sur le vécu, sur le ressenti, que vous avez d'ailleurs très bien relaté. Et c'est pour cela que nous avions programmé dans le cadre de la politique culturelle de la ville un spectacle que Alain nous avait proposé et interprété donc ce soir. Malheureusement, effectivement, le public n'étant pas aussi nombreux qu'on aurait pu le souhaiter, mais les personnes qui sont là peuvent largement témoigner que le spectacle a eu des déplacements. Merci de nous avoir offert effectivement quelques réminiscences de notre page d'histoire. Bien, bonne soirée.